Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 16 avril 2026 et Andrei va se joindre à nous. Il était là tout à l'heure, mais d'une façon ou d'une autre, il est parti. Attendez, le voilà, il arrive. Pour the systemor, l'AQI de Windows, Daimler. Content de te retrouver, Andrei. Ah oui, avec plaisir. Oui. Laisse-moi commencer, Andrei, par ce qu'a dit Pete Hegseth aujourd'hui, son message à l'Iran. Voici ce qu'il a déclaré. Aux dirigeants militaires iraniens, aux responsables de la force Al-Quds et du corps des gardiens de la révolution islamique, nous vous observons. Nos capacités ne sont pas les mêmes. Nos armées ne se valent pas. Rappelez-vous, ce n'est pas un combat équitable. Et nous savons quels moyens militaires vous déplacez et où vous les déplacez. Pendant que vous déblayez les décombres, parce que c'est bien ce que vous faites, vous dégagez des installations bombardées et dévastées. Nous ne faisons que nous renforcer. Vous sortez vos derniers lanceurs et missiles sans aucune possibilité de les remplacer. Vous n'avez pas d'industrie de défense, aucune capacité à reconstituer vos moyens offensifs ou défensifs. Vous n'avez que ce qu'il vous reste. Et vous le savez, et nous le savons aussi. Vous pouvez déplacer des choses, mais vous ne pouvez pas vraiment reconstruire. Vous pouvez creuser un peu pour l'instant, mais vous ne pouvez pas vous reconstituer. Nous, oui. Nous rechargeons avec plus de puissance que jamais et surtout avec un meilleur renseignement, bien meilleur que jamais, pendant que vous vous exposez par vos mouvements à notre regard attentif. Nous sommes prêts, verrouillés sur vos infrastructures critiques à double usage, sur ce qu'il vous reste de production d'énergie et sur votre secteur énergétique. Nous préférerions ne pas avoir à le faire, mais nous sommes prêts à agir sur ordre de notre président et d'une simple pression sur un bouton. Oui. Andrei, comment tu comprends ça? Qu'est-ce qu'il essaie de faire passer comme message à l'armée iranienne, au corps des gardiens de la révolution? Parce que, d'après ce qu'on a appris, il ne parle pas tellement de la production de missiles ou d'armes. Mais ce qu'on a entendu du vice-commandant exécutif de l'armée iranienne, le général de brigade Sheikh, c'est qu'il a déclaré que la production de drones destructeurs avait été multipliée par 10. De quoi parle-t-il exactement? Parce que ce genre de message ne touche pas vraiment les Iraniens. Ils connaissent déjà ce type d'accusation venant de l'Occident. Pete Hegseth, en fait, c'est le type avec la mentalité de sous-officier. Il a appris 2 ou 3 mots à la mode, mais il n'a absolument aucune expérience militaire sérieuse, aucune formation militaire. Il a été déployé dans un théâtre d'opération où il n'y avait pas vraiment de guerre. Une opération de police d'intensité moyenne en Afghanistan, contrôlée par les talibans depuis 2005, en gros. Donc, quand ce type sort tout son discours, c'est juste de la com, du marketing, pour maquiller la catastrophe, la véritable humiliation militaire. Et tout ce qu'il raconte, c'est juste du blabla, du vent. Prêt à tirer, mais avec quoi? Les Iraniens ne sont pas idiots. Ils savent combien de Tomahawk et de JASSM possèdent les États-Unis. Et s'ils veulent faire ce que les États-Unis font d'habitude, bombarder, eh bien, il ne leur reste plus beaucoup d'armes à distance. Voilà. Donc ce type-là, c'est un communicant, pas un secrétaire à la guerre. Sur le plan opérationnel, c'est un amateur. Il ne comprend pas les choses réelles. Les seuls qui viennent le briefer, ce sont les généraux américains, qui ne sont d'ailleurs pas très bons non plus sur le plan opérationnel. On assiste à une sorte de décomposition de tout ça, surtout quand on regarde qui est le patron, un homme complètement déséquilibré, totalement fou. Donc oui, c'est la composition même de l'administration qui a été vaincue militairement. Nous avons maintenant cette situation avec le cessez-le-feu au Liban, qui bien sûr montre encore une fois que les États-Unis cèdent aux exigences de l'Iran.
Alors ils doivent sauver les apparences. Et vous savez, faire croire que tout le monde trouve ça formidable, maintenant que l'armée américaine a été exposée pour ce qu'elle est vraiment. Et en réalité, ça a toujours été comme ça. Je veux rappeler à tout le monde que toute l'idée de la stratégie américaine, si on peut appeler ça une stratégie, surtout quand on regarde comment le système politique a évolué, eh bien, tout ça, c'était une question d'image. C'était du spectacle, de la mise en scène, vous voyez, le torse bombé et tout ce qui va avec. C'était ça, Monsieur Michael Ledeen. Il a été conseiller à la sécurité nationale auprès de Dick Cheney. Et c'est vraiment un néoconservateur pur et dur. Franchement, c'est un type fanatique. Il a dit, je cite, « Tous les 10 ans, il faut prendre un pays minable, le cogner contre le mur et montrer à tout le monde qu'on est sérieux. » Et bien sûr, quand il parle de pays minables, l'Iran n'en est pas un. Eux, ils savent vraiment se battre. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. Leur stratégie a toujours été de se cacher derrière des groupes intermédiaires, de se reposer sur eux. Mais une fois qu'on se retrouve face au véritable ennemi, face à la vraie guerre, eh bien voilà, ce sont les réalités tactiques et technologiques qui finissent par dicter les choix opérationnels et stratégiques. Et les États-Unis, eux, n'ont pas les ressources pour mener ce combat. Alors, les États-Unis déplacent maintenant quoi? Encore 10 000 soldats vers la zone d'opération. Il faut avoir, je ne sais pas, c'est très approximatif, mais je dirais que si on regarde l'ordre des choses, il faut plus d'1 million de soldats de combat, pas du personnel de soutien. Ça veut dire quoi? Probablement autour de 2 millions de militaires, quelque part dans les déserts du Koweït, d'Irak, ou peu importe. Juste pour pouvoir envisager sérieusement une invasion de l'Iran et espérer atteindre, disons, un objectif politique, quel qu'il soit. Tous les objectifs politiques que les États-Unis ont essayé de poursuivre, quels qu'ils soient. Mais on sait qu'ils combattaient au nom d'Israël, eh bien ils ont échoué. Et voilà le résultat. En fait, ils demandent, voilà, selon le Wall Street Journal, ils demandent aux constructeurs automobiles de fabriquer des missiles et je ne sais pas, des munitions. Est-ce que ça va vraiment les aider? Eh bien, ils n'ont jamais essayé auparavant. Je ne vois pas comment les constructeurs automobiles pourraient fabriquer des missiles. Théoriquement, on peut imaginer, mais d'abord, un missile, c'est un objet volant, d'accord? Et en gros, c'est un ensemble de composants qui doivent répondre à des paramètres tactiques et techniques bien précis. Et ça, c'est d'un niveau de complexité bien supérieur à celui d'une voiture, d'accord? C'est un système de combat, et ça implique toutes sortes d'éléments différents, y compris, bien sûr, des tests. Et ces tests sont très sérieux, avec une gestion de la qualité qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils peuvent faire dans leurs usines automobiles. Théoriquement, on peut réorganiser les choses, oui. Mais c'est plus naturel, si vous voulez, que les constructeurs automobiles participent à la production de certains équipements, comme des matériaux, des véhicules blindés de transport de troupes ou des véhicules de combat d'infanterie, ce genre de choses. Parce qu'au moins ça reste dans les mêmes paramètres, les mêmes capacités technologiques, c'est-à-dire des moyens de transport, de déplacement. Comment voulez-vous reconvertir une usine automobile, à moins de construire à côté quelque chose de complètement différent, qui dès le départ serait conçu comme une usine de missiles? Là peut-être, oui. Mais encore une fois, n'oublions pas que c'est le Wall Street Journal. Et sa rédaction, comme celle de n'importe quel média américain ou occidental, ou d'ailleurs de la plupart des médias russes, fonctionne de la même manière. Ils sont remplis d'abrutis qui ne comprennent rien à la vraie vie et ils vont te rapporter n'importe quelle absurdité. Mais bon, en théorie, tu peux mobiliser tes constructeurs automobiles et leur faire fabriquer, si tu peux faire ça aux États-Unis, des trucs liés au transport.
Et tu vois, encore une fois, des véhicules blindés, des véhicules de combat d'infanterie, avec des missiles et des constructeurs automobiles. C'est comme si Boeing débarquait chez Ford et disait « Hey, maintenant vous allez fabriquer ce truc volant. » Et eux répondraient « Quoi ?» Donc tu te retrouves avec des ingénieurs, des gens qui n'ont aucune idée des vrais problèmes liés à la production un missile, c'est en fait un avion. C'est exactement ça. Oui, André, on a eu la confirmation de Washington qu'ils ont perdu un drone, un MQ-4C. C'est un engin extrêmement cher, plus du double du prix d'un F-35. Il est énorme. C'est quoi exactement, André? Qu'est-ce qu'il fait pour coûter aussi cher? Pourquoi un tel prix? Eh bien, c'est du renseignement électromagnétique et du renseignement optique. Pour être honnête, je ne me souviens pas de tous les paramètres de ce truc-là, vous savez. Je ne les garde pas en tête, parce que c'est toujours la même chose. Il y a le radar, là, on voit une sorte de bosse à l'avant. Dedans, il y a les systèmes optoélectroniques. En gros, ça scanne, ça capte des signaux sur tout le spectre électromagnétique, y compris l'optique. L'optique fait aussi partie du spectre électromagnétique. Et voilà, c'est ça. C'est une plateforme de reconnaissance, très chère d'ailleurs. Et oui, ils l'ont abattue. Que voulez-vous que je dise? Elle a été abattue. C'est une cible facile, pas très rapide. Et oui, il y a toutes sortes de choses, et beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Mais hier, on a vu une quantité énorme de vidéos montrant l'armée de l'air iranienne réellement en vol, avec des MiG-29 et même des Phantom de l'armée de l'air. Vous savez, ces vieux appareils. Et oui, des Mi-28 patrouillaient carrément dans le ciel au-dessus de Téhéran. Apparemment, ils sont très efficaces pour abattre des drones et des cibles qui volent relativement lentement. Et que voulez-vous que je dise? Monsieur Pete Hegseth vit dans un univers parallèle, mais ça a toujours été le cas. C'est un fanatique sioniste. Il n'est pas chrétien. Alors, que dire? Cet homme n'est tout simplement pas à la hauteur pour ce poste. Mais qui l'a été, ou qui l'est, depuis tant d'années aux États-Unis, quand il s'agit de développer une armée adaptée à des objectifs politiques précis? Les États-Unis ne sont qu'une extension mentale d'Israël, et ils agissent un peu comme Israël en bombardant. André, est-ce que tu vois une solution militaire pour les États-Unis au Moyen-Orient? Ou bien, comment tu perçois la situation actuelle avec l'administration Trump? D'un côté, comme tu l'as dit, on entend parler d'une possible invasion terrestre. De l'autre, on parle de discussions, de négociations. Bref, il y a énormément de confusion en ce moment. Eh bien, je veux dire, il y a de la confusion à Washington. Les gens qui s'occupent de la planification opérationnelle du côté iranien, et qui, il faut le dire, l'ont démontré de manière assez impressionnante, ainsi que ceux qui aident l'Iran, sans forcément l'annoncer publiquement, font en réalité ce que ferait n'importe quel stratège militaire. Ils se placent volontairement dans une position désavantageuse. Et quand ils examinent les plans de contingence, ils partent toujours du pire scénario possible. Alors c'est quoi le pire scénario? Disons que les États-Unis rétablissent la conscription. D'une manière ou d'une autre, ils essayent de former cette foule de recrues, puis de les envoyer, de les regrouper dans des zones d'assemblage. Et ce genre d'organisation, soyons honnêtes, prendrait de longs mois, pour ne pas dire des années. Et donc, ils commencent à envahir l'Iran, pour une raison ou une autre. Je suis absolument certain qu'ils ont déjà un plan de contingence pour ça. Ils sont prêts. Et ensuite, ils élaborent toutes sortes d'autres scénarios plus légers, disons, sur le plan opérationnel et stratégique pour les ressources du pays. Et c'est à peu près tout. Les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources. Encore une fois, on ne peut pas faire la guerre avec des options boursières et des fonds spéculatifs.
C'est ce que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris. Tout ça, encore une fois, je ne parle même pas d'aujourd'hui, de l'époque moderne. Tous ces chiffres de PIB, c'est du faux. Wall Street, c'est du faux. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'un rassemblement de psychopathes qui gagnent de l'argent à partir de rien en échangeant des choses qui n'existent même pas. Et ça touche tous les domaines, parce qu'on est face à une crise systémique du capitalisme financier. C'est un système qui, en gros, est en train de se dévorer lui-même. Et si on ajoute à ça des facteurs aggravants, comme le fait que les États-Unis soient, selon moi, sous le contrôle d'Israël, et que M. Trump soit une personne déséquilibrée, instable, manifestement sous chantage, eh bien, quand on regarde tout ça, on voit une décomposition totale. Comme l'a très bien dit Michael Brenner il y a environ 2 semaines, il a écrit un excellent article, après Gaza, après tout ce qui s'est passé avec l'opération militaire spéciale en Ukraine, et maintenant avec cette situation. Les États-Unis, aussi douloureux que ce soit pour moi de le reconnaître, se sont dégradés eux-mêmes. C'est juste que c'est pas un phare moral. C'est en gros un État agresseur, un État impérialiste, qui est en train de, disons, de se tordre de convulsions avant de quitter complètement cette soi-disant grandeur, cette idée d'être la plus grande nation de tous les temps. Voilà. Et oui, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et ce n'est pas bon pour les États-Unis ni pour le reste du monde. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai écrit des livres là-dessus. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, j'ai écrit à ce sujet. Le moment où les États-Unis ont décidé de se retirer à cause de l'incompétence des gens à Washington dans le dos de leurs propres alliés, eh bien c'est là que tout s'est joué. Comme toujours, ils se sont trompés dans leurs calculs parce qu'ils n'ont tout simplement pas les compétences. André, l'un des plus gros problèmes des États-Unis en ce moment au Moyen-Orient, pour protéger Israël ou l'un de ces pays du Golfe, c'est, tu sais, ce qui est arrivé à leur radar dans la région. Parce qu'ils ne sont plus là pour les protéger, pour envoyer des signaux. Et voilà l'une des solutions que l'ambassade américaine à Bagdad a trouvée. Ils ont fabriqué une sorte de cage pour le radar. Je ne sais pas trop. Est-ce que ça va vraiment le sauver? Disons qu'ils vont installer de nouveaux radars. Est-ce que ça va vraiment les aider? Eh bien, je veux dire, ça peut aider contre un seul drone. Oui, mais tout dépend du type d'ogive. Il faut comprendre qu'il peut s'agir d'une ogive à charge creuse ou même d'une charge tandem, ce genre de choses. Donc, ça peut quand même percer, vous voyez. Et surtout, il faut un dispositif spécialement conçu pour ça. C'est une chose de mettre des protections autour d'un char, d'accord? Qui est, dès le départ, conçu comme une sorte de forteresse blindée sur chenille. C'est ce que c'est, en fait. Et dans ce cas-là, la cage peut en gros déclencher la première des charges, si on pense à une charge tandem. Et le deuxième, lui, va simplement frapper le blindage, qui peut le supporter, tu vois. En théorie, ça n'a pas beaucoup aidé avec les chars occidentaux, mais là, c'est juste ridicule, franchement. Donc oui, celui-là pourrait être touché par une charge tandem cumulative. Et même si elle explose sur ce filet, cette sorte de cage, eh bien les éclats et les fragments peuvent quand même passer à travers les ouvertures et endommager le radar. Le détruire complètement, en fait. C'est absurde, tu vois. Mais encore une fois, ils ont vu des vidéos. Les Ukrainiens leur ont raconté des histoires. Ils leur ont littéralement bourré le crâne avec des bêtises sur l'efficacité de tout ça. Donc voilà, oui, c'est pathétique, honnêtement. Oui, bien sûr. Qu'ils fassent comme ils veulent, s'ils pensent que ça peut les aider, parce qu'ils sont désespérés. Ils ont besoin de... Enfin, gardez à l'esprit que, très probablement, ce radar, je n'ai pas vu exactement de quoi il s'agit. Ça pourrait être n'importe quoi.
Je n'ai pas vu l'antenne elle-même. Mais bon, c'est difficile à distinguer pour moi. En fait, d'après ce que je vois, ce n'est peut-être même pas le radar en question. Ça pourrait être une antenne de communication par satellite ou quelque chose du genre. Je ne la vois pas clairement ici, de toute façon, mais peu importe. Oui, une antenne de communication, c'est important, c'est critique, mais ce n'est pas un radar. En tout cas, je ne le perçois pas comme tel. Je regarderai ça de plus près après, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Alors, quelle sera la solution pour les États-Unis? On sait qu'ils veulent protéger Israël. Mais à mon avis, ils ne vont pas remettre les radars dans les pays du CCG, parce que vous êtes dans les pays du CCG. Ils sont finis. Oui, finis comme tels. C'est comme je l'ai déjà dit. Et franchement, je mentirais si je disais que je ne ressens pas une certaine schadenfreude en voyant Dubaï s'effondrer sur lui-même. Et ça va arriver, parce qu'il y a tellement de problèmes d'infrastructure qui ne peuvent plus les entretenir. Le taux d'occupation, même avec des réductions énormes, est tombé à quelque chose comme 20-25%. Donc plus personne ne veut y aller. Franchement, il faut être complètement idiot pour commencer. C'est du luxe factice. Tu vois, c'est totalement faux. Le luxe, ce n'est pas de la camelote plaquée or comme ils en mettent partout. Et tu sais, c'est comme ces imbéciles qui mangent un steak recouvert d'or, ou peu importe ce que c'est. C'est la décomposition totale de la morale, du goût, de tout ça, en fait. Oui, en gros, Dubaï, c'était un terrain de jeu pour des vieux pervers et toutes sortes de nouvelles variantes, des gens sans culture, des types louches, des investisseurs. Aujourd'hui, c'est complètement détruit. Ça ne se relèvera pas. Il n'y a plus aucun moyen d'entretenir ce qu'il y avait comme infrastructure. Tout est parti. En fait, ça rouille déjà. À cause du climat. Tu as vu toi-même ce qu'ils ont fait avec ces World Islands. C'est une catastrophe. Et franchement, je suis content de voir ça. Parce que c'était évident pour n'importe quelle personne normale, même il y a 15 ans, quand ils construisaient tout ça, que c'était du vent. Tu vois, à la fin, tout ça allait se dissoudre tout seul. Parce que il faut sans arrêt reproduire ce sentiment artificiel. Et il y a plein d'imbéciles qui ont cru qu'ils faisaient de l'argent en bourse ou je ne sais où. Et donc voilà, tout ça est arrivé à son terme, et c'est fini. Il n'y aura plus rien de tout ça. Vous savez, ce faux luxe planté au milieu du Golfe. Ils n'ont pas d'infrastructure économique pour entretenir ça, à part le pétrole. Donc, peu importe ce qu'ils font là-bas, ils ne peuvent plus y installer de radar. Encore une fois, c'est la faillite totale de la vision stratégique de l'armée américaine. Avec tous ces discours du genre, on a 800 bases dans le monde. Oui, vous avez 800 cibles grasses, prestigieuses, mais sans défense. C'est ça la réalité. Et ça a été démontré de façon dévastatrice. Encore une fois, c'est devenu évident. Les États-Unis n'ont pas de défense aérienne réellement fonctionnelle. Ce qu'on appelle la défense aérienne, en réalité, elle intercepte à peine, disons 25, peut-être 30% de ses cibles. Le reste passe tout simplement à travers. Je ne sais pas s'ils en avaient conscience. Ce n'était pas une armée conçue pour mener une guerre moderne. Elle a juste eu de la chance en choisissant un ennemi aussi incompétent, aussi stupide que l'armée irakienne. Enfin, si on peut appeler ça une armée. Et voilà le résultat. On assiste encore une fois à l'effondrement d'un tas de mythes, y compris celui de la richesse des États du Golfe, et tout ce qui va avec. Mais c'est fini. Et quoi qu'ils fassent, s'ils essayent d'installer un radar là-bas, il sera détruit dès que quelque chose recommencera à s'enflammer. Et voilà, c'est tout. André, comment vois-tu le blocus du détroit d'Ormuz, qui est en quelque sorte le blocus du blocus? Oui, c'est un vrai cirque, d'accord. C'est le seul mot qui me vient.
D'abord, c'est clairement difficile de mettre en place un blocus efficace quand on doit rester très loin des côtes à cause de la menace de missiles. Et là-bas, les moyens navals sont plutôt limités. Et puis franchement, on ne sait même pas ce qui se passe avec ces porte-avions. Il n'y en a qu'un qui se trouve à peu près dans la région, quelque part au sud du Pakistan, en gros. Donc, ils essaient de bloquer ce qu'ils peuvent bloquer. Mais il y a encore un point d'étranglement terriblement stratégique, un autre, le détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge. Alors il faut attendre et voir jusqu'où tout ça va aller. La marine américaine dispose bien sûr de certains moyens, et elle en a, notamment avec les hélicoptères embarqués sur les destroyers de la classe Arleigh Burke et ce genre d'équipement. Elle peut faire appliquer certaines mesures, oui, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas imposer un blocus total du détroit d'Ormuz. Et puis, il y a toute la dynamique économique autour de ça. Le pétrole, tous ces soi-disant marchés, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec le pétrole réel, physique. Tous ces contrats à terme, toutes ces dérives financières qu'ils s'échangent entre eux en prétendant vendre du vrai pétrole, c'est du papier, rien d'autre. Le vrai pétrole, c'est autre chose. Hier, par exemple, j'ai regardé le prix de l'Oural, $121 le baril. Voilà la réalité. Et ça ne peut pas durer éternellement. Et à cause de ça, évidemment, l'Europe est aujourd'hui pratiquement au bord de l'hystérie. Eh bien, ce sont eux qui prennent le plus dur. Et oui, Trump a reconnu hier que, eh bien oui, les prix élevés, les prix de l'essence, allaient rester comme ça pendant, en gros, jusqu'aux élections de mi-mandat. Le Parti républicain et son administration risquent d'être laminés dans les urnes. Et ces élections de mi-mandat, c'est un facteur énorme. Et ils ne peuvent rien y faire. Je le répète sans arrêt, les États-Unis n'ont pas les ressources. Ils ne les ont pas. Et même si, disons, ils produisent plus de missiles, ou peu importe, des JASM ou des missiles de défense aérienne pour, par exemple, le PAC-3, si ces systèmes ne sont pas efficaces, eh bien, on ne fait que multiplier manuellement l'inefficacité d'une technologie qui est restée bloquée au début des années 90. Voilà, c'est ça, tout simplement. Les concepts militaires viennent de là. Mais on est en 2026. Ils ont envoyé un deuxième porte-avions, et ce sera le troisième. Mais après avoir, tu sais, fait partir le Gerald Ford de la région. En ce moment, ils envoient le George H.W. Bush, et il ne passe pas par la mer Rouge. Bien sûr que non. Il prend l'autre route pour éviter d'affronter les Yéménites. Qu'est-ce que c'est que ça, Andrei? En quoi ça va leur être utile dans la région? Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose du Gerald Ford avec l'Abraham Lincoln. Je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent encore apporter là-bas. Eh bien, ça fait 20 ans que je le dis. Un porte-avions, face à un échange de missiles, ce n'est pas un bon système d'armes. C'est utile, par exemple, si vous partez attaquer une sorte de tribu polynésienne, ou peu importe, qui a des lances, des arcs, des flèches, ou même des mitrailleuses. Là, c'est complètement différent. Et encore une fois, personne ne connaît le nombre exact, ni les paramètres tactico-techniques précis des missiles de croisière anti-navires iraniens. Mais même si on prend peu importe son nom, je ne me souviens plus du nom persan, ce missile de croisière anti-navire reste subsonique, mais il a une portée de plus de 1000 km. Voilà. C'est une chose de pouvoir tirer et d'avoir un peu de chance d'abattre un ou deux missiles. Mais si c'est une salve entière qui arrive, et avant même cette salve, il y aura sans doute quoi? Des drones qui foncent. Dans ce cas, on épuise vite ces stocks de missiles de défense aérienne. Et après ça, forcément, il y aura des fuites. Il y aura des frappes, à la fois sur les destroyers du groupe aéronaval et sur le porte-avions lui-même. Et au final, il faut bien comprendre une chose. Les porte-avions sont des systèmes d'armes à forte valeur symbolique.
Ce sont des symboles de l'impérialisme américain, de la projection de puissance contre, encore une fois, toutes sortes de pays. En fait, ils étaient déjà devenus obsolètes dans les années 70 et 80, dès que l'Union soviétique a développé ce type de missile anti-navire, comme le P-700 Granit, qu'on appelle aux États-Unis le SSM-19 Shipwreck. Porté de 600 km, supersonique, avec des capacités d'intelligence artificielle en tir de salve. Donc, on parle déjà des années 80. Et en gros, toutes les analyses et les modélisations mathématiques montraient déjà qu'on ne pouvait pas tous les intercepter. On pouvait en abattre quelques-uns, peut-être, mais la plupart passeraient et y détruiraient complètement tout ce qu'ils touchent. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Sauf que cette fois, on a en plus les drones qui peuvent précéder l'attaque. Ensuite, bien sûr, la salve arrive et peut-être que d'autres drones suivent pour, disons, finir le travail, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on parle d'un système d'armes extrêmement fragile, pas fragile, dans le sens où, non, pour couler un porte-avions, il faudrait quand même une énorme quantité d'explosifs. Mais le problème, c'est que, une fois que, comme vous l'avez vu vous-même, et si on repense à l'incendie du Forestal, d'accord? Il suffit d'un seul drone, un drone chanceux, pour faire exploser un F-18 avec les munitions qu'il transporte sous les ailes. Et là, c'est fini. Le feu se propage sur tout le pont et c'est terminé. On ne peut plus rien lancer. Et tout à coup, mais encore une fois, le Forestal a été gravement endommagé, même avec le feu qui a traversé le pont blindé. L'Enterprise aussi a été touchée. Et les équipages se sont battus, courageusement, héroïquement, pour sauver le navire. Et ils ont réussi à rester à flot. Mais là, c'est autre chose. Comme je l'ai déjà dit, combien de fuites peuvent-ils encaisser? Et quel sera l'effet de tout ça? Et à cause de ça, ils ne peuvent pas se permettre de risquer quelque chose d'aussi lourd en réputation. Imaginez qu'on vous dise « Mon Dieu, on a été touché, on a plusieurs avions détruits, le pont est complètement endommagé et tout ce genre de choses. » Et là, l'appareil est soudainement hors service. Il faut le ramener ou même le remorquer jusqu'à une base ou un chantier. Et on sait maintenant que, par exemple, le Gerald Ford sera hors service pendant quoi? Au moins 14 mois, quelque chose comme ça. C'est juste un incendie de 30 heures à Londres. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Aucune idée. On ne peut qu'émettre des hypothèses, en gros. Mais c'est une situation très difficile pour la marine américaine, parce que c'est le seul atout capable d'assurer un certain niveau de soutien ou de rythme opérationnel. Parce qu'on peut lancer 36 de ces F-18. Vous savez, ils peuvent voler, faire de vraies missions, ce genre de choses. Mais encore une fois, si on regarde de près, les JASSM et les JSM, ce sont des armes de frappe à distance. Et les États-Unis en ont presque plus. À part ça, qu'est-ce qui reste? Il faut pénétrer profondément dans l'espace aérien iranien pour utiliser les JDAM, les Hellfire et tout le reste. Et là, c'est un combat rapproché, sale, compliqué. Et soudain, on se retrouve exposé à la défense aérienne, qui est toujours là et qui fait son travail, surtout avec les moyens électro-optiques. Et les Iraniens ont une alerte précoce. Ils ont même leur propre satellite, lancé par, je me souviens plus, je crois que c'est la Russie qui l'a mis en orbite. Donc ils ont tous les outils pour maintenir leur défense. Et les États-Unis, voilà la partie la plus importante. Les États-Unis sont extrêmement sensibles à leurs propres pertes. C'est pour ça qu'ils mentent en permanence. Ils ne se taisent pas, non, ils mentent, en anticipant les choses, en dissimulant évidemment la majorité des pertes. Alors que dire? Qu'est-ce qu'il leur reste? Un nombre décroissant de Tomahawk qu'ils peuvent lancer depuis les systèmes de lancement vertical MK-41 sur les destroyers de la classe Arleigh Burke. C'est tout. Quelques sous-marins, bien sûr. La flotte sous-marine américaine est très impressionnante, c'est vrai.
Mais quand même, la classe Virginia transporte quoi? 32 Tomahawk? Une fois qu'ils sont tirés, il faut retourner à la base pour recharger. Enfin, si on a encore des Tomahawk disponibles. Voilà le problème. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Il parle de la vie de ces soldats sur les porte-avions. C'est tellement dur, tellement éprouvant, André. C'est comme une prison. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'est une marine. On vit dans des espaces confinés. Et là, vous avez ce truc flottant, immense, dont la seule mission est de lancer et de récupérer des avions. Il n'a pas de puissance de frappe propre. Il a juste quelques systèmes de défense rapprochés, comme le RAM ou d'autres du même genre, et c'est tout. En gros, il est sans défense. Il a le radar, il a les équipements nécessaires pour gérer le trafic aérien, et c'est à peu près tout. Tous ces gadgets modernes, enfin, pas si modernes que ça. Ils ont ça depuis les années 60, les communications par satellite et ce genre de choses. Mais en réalité, c'est juste une masse de métal sans défense, 105 000 tonnes de déplacement. Une fois que l'escadre aérienne arrive, l'équipage passe d'environ 2800 personnes, c'est-à-dire l'équipage du porte-avions lui-même, à presque 5500. Parce que l'escadre aérienne vient avec son propre personnel qui travaille surtout sur les avions et gère leurs opérations et leur matériel. Et voilà, certains y servent sans voir la lumière du jour pendant des semaines, tellement l'espace est confiné. Mais ce n'est rien comparé, par exemple, aux espaces vraiment exigus des excellents navires, comme ceux de la classe Arleigh Burke, vous voyez. C'est une vie difficile. Oui, il y a beaucoup de stress et de pression sur ces personnels. Et maintenant, pour la première fois depuis 1945, les porte-avions américains opèrent, ou du moins essaient d'opérer, dans un environnement menaçant. Ils sont réellement en danger. Ils peuvent être touchés, bombardés, peu importe. Et ça change complètement la perspective morale du personnel à bord, parce que c'est un stress énorme, vraiment énorme pour n'importe qui. Donc oui, la vie n'y est pas facile. Et en plus, on ne dort jamais assez. Dans la marine, comme dans n'importe quelle armée, le manque de sommeil fait partie du métier. On vit d'un repas à l'autre, et c'est à peu près tout. C'est dur, très dur. André, l'une des tentatives désespérées de Donald Trump, c'est de pousser les Européens à participer à l'opération au Moyen-Orient. CNN vient de rapporter que la décision des Européens de ne pas rejoindre l'opération militaire dans la région n'est pas une décision politique. C'est simplement parce que leurs armées ne sont pas en mesure d'apporter quoi que ce soit de vraiment significatif à ce que les États-Unis ont déjà sur place. Ce sont des pauvres types. Encore une fois, si vous enlevez la dissuasion nucléaire nationale de la France, ils ont leurs propres sous-marins, leurs propres missiles, donc en gros leur propre programme nucléaire. Le reste, même l'armée française, c'est une blague, vous voyez. L'armée de l'air aussi. Et si on regarde les autres, la Bundeswehr, c'est une blague. L'armée allemande, une vraie blague. Le Royaume-Uni, eux, ils ne peuvent même pas mettre sur pied une seule brigade avant, peut-être 2028. Oui, une brigade entière, vous imaginez. 5000 personnes, à peine. Franchement, c'est pathétique. Et l'Europe, il faut bien garder ça en tête. Beaucoup de gens ne le comprennent toujours pas. L'Europe, même si elle achète du gaz et du pétrole à la Russie par des intermédiaires, ça montre à quel point ils sont hypocrites. Ils sont juste, vous savez, d'une hypocrisie totale. Ils n'ont aucun honneur, aucune intégrité, rien du tout. Ça n'existe pas chez eux. Mais le fait est qu'ils vont l'acheter, et qu'ils l'achètent déjà à des prix bien plus élevés.
Comme je l'ai déjà dit, ils pouvaient l'avoir à $60 le baril, en théorie, peut-être un peu plus, il y a à peine 3 mois. Maintenant, ils doivent payer 120. Et maintenant, il y a le GNL et d'autres choses du même genre. Tout ça a explosé. On ne peut plus faire grand-chose. Ils pourront sans doute maintenir, dans une certaine mesure, une partie de leurs infrastructures de base et assurer quelques services. Mais quand on regarde les sociétés européennes dans leur ensemble, elles s'appauvrissent. Elles vont devenir beaucoup plus pauvres. Je ne dis pas qu'elles vont tomber dans la famine, non, mais elles le sont déjà. C'est déjà en train de se produire. They already will it's already happening, and considering the fact that essentially there are Et si on prend en compte le fait que finalement, les engrais et d'autres produits liés, évidemment au pétrole, à l'énergie et à tout ce qui va avec, sont eux aussi pratiquement bloqués, eh bien, c'est un effet domino. Ça se propage beaucoup plus largement, si on veut. Et il va y avoir des pénuries d'aliments essentiels, des pénuries de beaucoup de choses. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et donc, la situation va devenir bien pire. Après ça, ils devront complètement arrêter d'acheter quoi que ce soit fabriqué en Russie, en 2027, je crois. Et ils se retrouveront avec les États-Unis, qui ont réussi à remplacer la Russie, à l'écarter du marché énergétique européen. Et ce seront les États-Unis qui décideront s'ils ont assez pour eux ou pas, parce que l'Asie, elle, pourra toujours surenchérir à tout moment. because Asia will outbid them any given time. And so there you go. If they want to build, Et voilà. S'ils veulent construire, eh bien, ils construiront. Oui, d'accord, en mode militaire, économie de guerre, si on peut dire. Rheinmetall va sans doute fabriquer 3 chars l'année prochaine, peut-être 5. C'est sûr que ça va impressionner les Russes, hein. Voilà qui ils sont. Ce sont des pauvres types. Ils l'ont toujours été. Et je veux encore citer M. Borrell. Avant lui, quand Annalena Baerbock était, disons-le, complètement à côté de la plaque et que la diplomatie de la Commission européenne était dirigée par je ne sais plus qui, eh bien, avant Borrell, il avait déclaré, je cite, « Notre prospérité reposait sur l'énergie bon marché de l'Union soviétique et de la Russie. C'est fini. Donc maintenant, ils vont sans doute revenir à un niveau de vie comparable à celui des années 60. » standard of living from 1960s, and they will be of course corralled into their Et bien sûr, ils seront poussés, comme toujours, vers une haine encore plus hystérique des Russes, de la Russie. Parce que, évidemment, on en fera porter la faute à la Russie. Et ils seront persuadés qu'il faut repartir dans une nouvelle ivresse guerrière, tu vois, pour éliminer ces sales slaves qui, pour une raison ou une autre, ont accès à plus de 30% des richesses du monde. Voilà, c'est ça. C'est l'Europe, toujours la même histoire. Mais cette fois, ça ne va pas durer très longtemps. Après quelques jours, tout sera fini pour eux. Et ça va arriver, parce que ces élites, tous ces pervers, ces pédophiles, ces gens complètement fous, déséquilibrés, un peu du même genre que Trump, juste 2 formes différentes de folie, eh bien c'est ce qu'ils devront faire pour rester au pouvoir et éviter la prison. Le problème pour l'Europe, c'est qu'elle a été tellement affaiblie, tellement vidée de sa substance. Oui, c'est fini pour eux. André, on a vu un certain changement dans le comportement du gouvernement espagnol. Pas seulement la réouverture de l'ambassade en Iran, mais aussi les visites en Chine, les réceptions officielles, tout ça. Le journal El País a même rapporté que la Russie avait envoyé à l'Espagne sa plus grande cargaison de gaz de toute son histoire pendant le tout premier mois de la guerre au Moyen-Orient. Est-ce qu'on va voir un changement de ce genre à l'échelle européenne? Parce qu'on a l'impression que l'Espagne essaye, d'une certaine manière, Enfin, Donald Trump avait exercé pas mal de pression, soyons honnêtes, sur l'Espagne. Oui, mais ils ont essayé de résister à ça. Est-ce que tu vois quelque chose de similaire se produire, mais à une échelle plus large en Europe? Non. Écoutez, tant qu'ils n'auront pas faim, et je suis désolé d'être aussi direct, tant qu'ils n'auront pas faim, et tant que les viols et la violence ne se seront pas encore plus répandus, un peu comme à Dijon,
si vous vous souvenez, il y a quelques années. Dijon, la ville de la moutarde, en France. Elle avait été frappée par des affrontements entre Tchétchènes et Arabes, enfin, des trafiquants de drogue, et c'était une vraie guerre dans les rues, vous voyez. Donc, tant que ça n'atteindra pas ce niveau-là, et ça arrive, ils ne se réveilleront pas. La France, ou pardon, l'Espagne. L'Espagne est trop insignifiante à cet égard. Et oui, ils ont sans doute compris qu'ils risquaient de très mal finir. Mais je pense que le cancer des valeurs européennes s'est aussi propagé là-bas. Et peu importe leur justification ou les mesures qu'ils essayent de prendre, les sociétés elles-mêmes, comme je l'ai déjà dit, c'est ça, la tragédie de l'Europe. Les vrais hommes ont été émasculés. Les femmes, en gros, enfin, laissons ça de côté, d'accord? L'Europe est complètement woke. C'est fini. Leur société croit à ces absurdités qu'ils appellent les valeurs européennes. Et ça ne changera pas leur attitude, par exemple, envers la Russie. Ils continueront à détester les Russes. Ils continueront à les voir comme des sous-hommes, par exemple. Mais évidemment, à un moment donné, ils seront bien obligés de faire un ou deux gestes rationnels, parce qu'il leur restera peut-être un minimum d'instinct de survie. Et je n'oublie pas, du moins en théorie, que les Espagnols sont catholiques, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc évidemment, il y a sans doute beaucoup de consternation autour de cette situation avec l'Église catholique et Trump, et vous savez, toutes sortes de choses de ce genre. C'est important, bien sûr, mais ce ne sont pas les principaux moteurs, vous voyez. Alors, ils vont essayer de capter autant d'énergie qu'ils peuvent. Et maintenant, encore une fois, Trump n'est pas immortel, et probablement que l'année prochaine, espérons-le, il fera face au 25e amendement et sera écarté du pouvoir. Je l'espère vraiment. Mais le fait est que l'Europe se décompose. Je pense qu'elle a déjà dépassé le point de non-retour et que désormais, seul un événement économique violent et terrible pourrait leur donner une sorte d'élan vers une prise de conscience plus lucide de ce qu'ils sont devenus. Parce que, comme je l'ai déjà dit, leurs sociétés ont encore pour l'instant un peu de pain et de jeu. Pour l'instant. Mais ça baisse déjà. C'est pas comme si ça allait arriver un jour dans le futur. Non, c'est déjà en train de se produire. Et c'est exactement ce que vous venez de dire à propos de l'Espagne, qui achète du gaz naturel liquéfié russe et ce genre de choses. Oui, c'est l'un des signes. Enfin, l'Espagne, c'était un de ces pays qui disait « On déteste les Russes, on veut que les Ukrainiens gagnent, la Russie est l'agresseur, le régime nazi à Kiev, peu importe. » Voilà, c'est ça, c'est un de ces indicateurs, parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'autres options, point final. Et quand ils n'ont plus d'autres options, ils doivent soit continuer sur la voie du suicide complet de leur civilisation, ce qui est déjà en train de se produire, soit s'arrêter au bord de l'abîme et se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais ça ne reviendra jamais comme avant. Parce que, pour la première fois depuis, je dirais, 75 ans, après tout ce qui s'est passé, eh bien, les Russes, la majorité des Russes, considèrent l'Europe comme l'ennemi. Ils voient les Européens comme des ennemis et ils les regardent avec mépris. Et c'est, selon eux, tout à fait justifié. Andriy, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a parlé plusieurs fois de l'avenir de l'OTAN. Je pense que la guerre au Moyen-Orient a mis en lumière ce qu'on évoquait déjà pendant la guerre en Ukraine à propos de l'avenir de l'OTAN. Alors, où en est l'OTAN aujourd'hui? Un homme mort. Ça n'existe plus, tout simplement. Le fait est que ça n'existe plus du tout. Et le juré, vous savez, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec le jury. On ne peut pas arriver et dire « Voilà le traité ou les articles de reddition sans condition signés ici ». Ce n'est pas nécessaire. On peut laisser le système pourrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La vraie question maintenant, c'est « Qu'est-ce que ça va devenir ?»
C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. En réalité, ceux qui avaient besoin de savoir, eux, ils savaient. En Europe, il y a eu un message. Le ministre de la Défense de la Fédération de Russie a publié les adresses de l'usine qui fabrique leur matériel, surtout des drones pour l'Ukraine. Les adresses ont été données, précises, avec les coordonnées exactes. Et quand M. Medvedev a déclaré que, oui, ce sont des cibles potentielles, le message a été compris. Au Royaume-Uni, en ce moment, c'est l'hystérie totale. Oui, la guerre par procuration va peu à peu s'effacer et la Russie va continuer à se confronter. Pour commencer, on ne peut que spéculer pour l'instant. Je n'ai évidemment accès à aucune décision politique ou militaire. Mais ce qui s'est passé est vraiment sans précédent. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la portée de ce que c'est. Beaucoup lisent toutes sortes de propagande, de bêtises venant des médias occidentaux. Mais la vérité, c'est que, pour la première fois, la Russie a clairement dit « voilà les cibles ». Et maintenant, on va attendre de voir la réaction des Finlandais et des États baltes qui ont permis non seulement l'usage de leur espace aérien, ce qu'on aurait pu comprendre, vous voyez. Non, évidemment, les lancements de drones se font depuis leur territoire. Donc je pense que les Russes vont observer quel sera l'effet, la réaction à tout ça, et ensuite, qui sait. Oui, je pense qu'il y a quelques pierres à remettre en place chez ces, disons, chihuahuas des États baltes, ou peut-être en Finlande. Après ça, on verra la réaction. Mais oui, c'est la première fois que la Russie unie a dit « on sait qui vous êtes ». Ça va venir si votre comportement ne change pas. Et si ça ne change pas, alors oui, je pense qu'on se dirige vers la possibilité réelle que la Russie frappe ces sites. La Russie ne va pas changer leur gouvernement. Mais bon, que voulez-vous que je dise? C'est l'Europe. Il n'y a rien de normal là-bas. La gauche, je ne sais pas. Oui, c'est tout un sac de nœuds. Mieux vaut ne pas s'aventurer là-dedans. André, avant de conclure, Scott Besson a déclaré hier qu'il allait rétablir les sanctions contre la Russie et l'Iran d'ici quelques jours. La Russie est sur le point de se rendre. Enfin oui, c'est un vrai cirque, un truc complètement absurde, d'accord? Encore une fois, on ne peut pas expliquer à l'économiste moyen, celui qui sort d'une grande université américaine avec un diplôme d'économie, ce qu'est la vraie économie. Aucun d'eux n'a jamais passé une journée sur le plancher d'une usine. Ils ne comprennent rien à l'énergie. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le retour sur investissement, le ROE, l'intelligence artificielle, ou je ne sais quoi encore. C'est quoi? Une option d'achat? C'est quoi la capitalisation? Les gars, personne n'en a rien à faire de la capitalisation d'Apple, dont tout est fabriqué en Chine, vous voyez? Personne ne se soucie de la capitalisation de vos produits bidons comme cette intelligence artificielle, qui est évidemment une bulle déjà dégonflée. Bref, tout ça c'est du vent. C'est juste du trading. C'est comme dans la fameuse blague russe. Un type avait besoin d'un train entier d'engrais pour $1 million. Alors, deux types se rencontrent et se disent « Ah ouais, faisons-le, concluons l'affaire ». Et donc, ils concluent l'affaire. Ensuite, l'un part chercher le train d'engrais et l'autre part chercher $1 million. Voilà, c'est ça. C'est l'économie occidentale. Les États-Unis conservent dans une certaine mesure leurs compétences, des compétences en ingénierie, dans certains domaines aéronautiques, évidemment, surtout dans le civil. Malgré tout ce qu'on peut dire sur Boeing, ils produisent encore d'excellents avions et ils gardent aussi d'autres savoir-faire, comme dans l'automobile, bien sûr. Mais dans l'ensemble, si on regarde attentivement en termes d'autarcie, l'autarcie, c'est quoi? C'est être presque totalement autosuffisant. En réalité, ce sont surtout les États-Unis et la Russie. C'est tout. Et le reste du monde dépend entièrement de la façon dont ces deux-là bougent. Si quelqu'un dit que la Chine est autarcique, non,
la Chine ne peut pas l'être. Elle n'a pas les ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. C'est pour ça que, ce qu'on voit en ce moment, ce redéploiement en cours, littéralement à cette minute, des grands flux énergétiques vers la Chine, eh bien, c'est parce que la Chine ne peut pas s'approvisionner seule. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'inquiète autant du détroit d'Ormuz, du pétrole iranien et des routes maritimes de communication à travers l'océan Indien. Alors, regardez la situation. Bon courage pour sanctionner la Russie. Ils ont essayé. On sait tous comment ça s'est terminé. Je pense que ce qui s'est passé jusqu'à présent va ouvrir une nouvelle ère de partenariat entre la Russie, la Chine et l'Iran. Un avenir meilleur pour les BRICS. Peu importe. Je ne sais pas si l'Inde fera partie de tout ça. L'Inde, oui. L'Inde a fait les mauvais paris, et pas qu'un peu. Mais oui, Vladimir Poutine va bientôt se rendre en Chine, c'est confirmé. Et encore une fois, il faut bien comprendre que tout ça tourne autour du continent eurasiatique. Les États-Unis ont été en gros expulsés du Moyen-Orient. Et le pétrodollar est mort, vraiment mort. Impossible de le ressusciter parce que tout l'édifice reposait sur une base fragile, le mythe américain de la puissance militaire. Ce mythe selon lequel, si vous n'utilisez pas le dollar, eh bien on viendra vous chercher. Et maintenant, ces pays du Golfe ont vu de leurs propres yeux comment les États-Unis peuvent les défendre. Alors oui, qu'ils apprennent. Peut-être que certains finiront par comprendre, parce qu'ils passent leur temps à appeler la Russie, à se rendre au ministère russe des Affaires étrangères, ses ambassadeurs et tout ça. Ils parlent à M. Novak, qui est en quelque sorte leur grand cardinal du marketing énergétique mondial. Bref, c'est un jeu complexe. Et encore une fois, on ne voit pas tout. On ne perçoit que des signes, ici et là. Mais oui, le pétrodollar est mort avec tout ça. Les États-Unis ne sont plus qu'une grande puissance dotée de l'arme nucléaire, évidemment. Ils ont encore une marine impressionnante, dans le sens où même si elle est en grande partie dépassée, elle reste vaste, elle en impose. La seule chose vraiment à la pointe de niveau mondial, c'est bien sûr la flotte de sous-marins nucléaires américains. Elle est performante, même si en matière d'armement, elle est loin derrière les sous-marins russes. Mais quand même, ce sont de très bons sous-marins, avec d'excellents équipages, une excellente formation, donc. Pour le reste, oui, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Vous avez dit que la Chine vend de l'énergie. L'Inde en dépend énormément aussi. Ah oui. Déjà aujourd'hui, je crois qu'on leur a dit que toutes ces sanctions, celles qui avaient été levées pendant un temps, allaient revenir. Bon, c'est le choix de l'Inde. Écoutez, c'est le choix de Modi. Il s'est tiré une balle dans le pied en exprimant ouvertement son amour et son soutien indéfectible à Israël et à Bibi Netanyahou, littéralement quelques jours avant que tout ne commence et n'explose. C'était le pire moment, vraiment, le mauvais endroit au mauvais moment. Et ça a eu des conséquences immédiates pour l'Inde dans son ensemble. Beaucoup de programmes en Inde ont été en gros fermés. Et maintenant, s'ils ne veulent plus acheter de pétrole russe, très bien, ou d'énergie, c'est leur affaire. S'ils préfèrent s'aligner sur, disons, M. Trump, eh bien, c'est le choix de l'Inde. Personne ne peut rien y faire. Et la Russie, elle, reste toujours ouverte à toute forme de coopération. Mais oui, en matière de politique étrangère, ces derniers mois, ça a été un échec après l'autre. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Andrei, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un vrai plaisir. Au revoir. Au revoir.